Bonjour à tous. Oui, on va essayer de parler un peu de défense, c'est-à-dire d'un sujet qui n'occupe pas beaucoup nos députés, pour tout dire. C'est une première pique, mais bon, il va falloir qu'on réveille un petit peu tout le monde, c'est l'heure où on a un petit creux. Je vous présente quand même les interlocuteurs d'une manière un peu plus détaillée. Donc, vous avez le président de SKF France, Vincent Maigret. Donc, comme vous le savez, SKF, c'est une société suédoise qui est spécialiste et leader mondial du roulement à billes. En France, ils ont à peu près 3000 salariés sur 7 sites pour un chiffre d'affaires qui est à peu près d'1,2 milliard d'euros. Des roulements à billes, il y en a partout. Le secteur défense représente une petite part, très minoritaire du chiffre d'affaires, mais c'est un marché en ce moment en croissance. Voilà. À ma gauche, Étienne Gomez, vice-président de Collins Europe. Collins, c'est un des principaux groupes aéronautiques mondiaux, société américaine qui en France a 9 sites de production, emploie 3500 salariés et réalise un chiffre d'affaires à peu près d'1 milliard. Et d'après ce que m'a dit M. Gomez, fait à peu près 15% de son chiffre d'affaires dans le secteur de la défense. Aurélie Pradier, non inscrit, première circonscription du Lot, un département qui a dans ses attributions Figeac Aéro et Collins notamment. Et vous m'avez dit aussi le siège social d'Andros, mais c'est un autre secteur qui fait aussi beaucoup parler de lui en ce moment. Bon, vous avez tous vu les débats, la crainte des Européens que si Donald Trump arrive, tout change. Les États-Unis vont-ils continuer à suivre, à nous soutenir dans l'OTAN ou pas? Bon, on est quand même à un tournant qui est un peu spécial. C'est pas seulement qu'il y ait la guerre en Ukraine et en Russie. Ça, c'est un tournant, effectivement. Mais je note que le nouveau secrétaire général de l'OTAN a accueilli le président Donald Trump en lui disant alors, rappelez-vous, Donald, vous avez, grâce à nous, 31 alliés qui assurent la sécurité des Américains, qui vous renforcent votre puissance et qui sont aussi là pour promouvoir les intérêts américains. Pourquoi a-t-il dit ça? C'est juste pour renverser la balance, puisque on a toujours considéré de façon, sans trop se poser de questions, ou en tout cas dans la plupart des pays européens, excepté la France, que les Américains étaient là pour protéger l'Europe. Et donc, le premier mot d'accueil de Mark Rutte, de façon assez habile, a été de dire « Non, monsieur Donald Trump, nous sommes là aussi pour vous protéger ». Aujourd'hui, les dépenses de défense sont augmentées, forcément, après l'agression de l'Ukraine par la Russie. Et on n'arrête pas de parler de la construction d'un pilier européen de l'OTAN. On sait très bien que si demain, une paix est négociée par-dessus le dos des Européens en Ukraine et en Russie, même si c'est négocié par-dessus le dos des Européens, c'est aux Européens qu'il incombera la tâche d'assurer la sécurité, d'envoyer des hommes et d'envoyer du matériel et d'envoyer des milliards, et que ce n'est pas tellement les États-Unis qui le feront. Donc on a cette vision qu'il faut absolument renforcer nos armées et que ça devient très urgent. Là-dedans, il y a deux visions. Il y a la vision un peu française qui est de dire l'Europe doit se défendre, acheter européen, avoir son industrie européenne. Et il y a une vision, on va dire, de l'Europe du Nord qui est de dire on continue, on construit une industrie de défense transatlantique, robuste. Quand on parle transatlantique, voilà, ça soulève des débats. Grosso modo, l'industrie de défense, elle représente à peu près 135 milliards d'euros. Elle est jusqu'à présent petite, mais technologiquement solide, l'industrie européenne de défense. Mais comme toujours, le rapport Draghi l'a aussi dit en état de danger mortel, parce que l'industrie européenne, elle est fragmentée, on se fait la concurrence entre nous, on a plein de groupes, on fait des doublons, on finance tout de manière non cohérente et non coordonnée. Donc, résultat, Mario Draghi a dit que c'était une industrie en danger. Cette industrie, elle peut ne pas l'être, parce qu'elle a encore les compétences, mais elle est dans un décalage d'investissement avec les États-Unis qui sont évidemment de plus en plus gigantesques, puisqu'on a des petites entreprises face à des entreprises de plus en plus concentrées comme SpaceX ou Lockheed Martin. Voilà. Et ce qu'il faut dire, c'est dans ce débat, voilà, entre juin 2022 et juin 2023,
Les 27 États européens ont augmenté leurs dépenses de défense énormément. Ils ont claqué 75 milliards pour s'acheter du nouveau matériel. Sur ces 75 milliards, il y en a 75% qui a été dans le porte-monnaie des entreprises américaines, ce qui pourrait n'être pas grave, mais vous allez nous l'expliquer. Sauf que c'est un peu dommage de penser que l'argent du contribuable européen alimente des emplois aux États-Unis, à moins que ces emplois soient en Europe. Mais je ne crois pas que les F-35 soient fabriqués en Europe non plus. Voilà, donc on va d'abord des premiers débats, c'est une industrie de défense européenne. Qu'est-ce que c'est vraiment? Est-ce que c'est une industrie dont la nationalité est européenne ou est-ce que c'est une industrie qui est américaine implantée en Europe ou est-ce que c'est une industrie américaine à 100%? Je laisse peut-être la parole à Aurélien Pradier pour démarrer et vous dire un petit peu quelles sont les réflexions au sein de la Commission de la Défense. Bonjour à tous, merci pour votre invitation, je suis très heureux d'être ici. Je vais essayer de vous livrer le petit bout de réflexion que nous avons à la Commission de la Défense, puisque vous le disiez, en arrivant, on ne réfléchit pas beaucoup, les députés, donc je vais faire un effort avec vous ce matin et merci de me permettre d'y contribuer. C'est-à-dire que, bon, je suis absolument ce matin, certain, la question est un peu critique, on va dire ça comme ça. Oui, elle l'est, mais nous allons nous aider mutuellement à réfléchir, j'en suis certain. Sur le fond de la question que vous posez et qui est absolument essentielle, peut-être deux choses que je voudrais dire pour lancer la discussion. La question de la souveraineté en matière de défense, elle ne peut pas se traiter comme les autres questions de souveraineté. Cette idée selon laquelle nous aurions un choix radical à faire entre une souveraineté exclusivement nationale, une souveraineté exclusivement européenne ou exclusivement transatlantique n'est pas adaptée à ce qu'est l'industrie de la défense. Ce que je veux dire par là, c'est que de toute façon, la question de notre souveraineté nationale européenne passera par un débat qui devra être un débat et une coopération à la fois sur notre solidité nationale, capacité à produire dans notre pays, à avoir une sorte de compétences fortes, mais aussi à des partenariats européens et à des partenariats transatlantiques. Ce débat-là, pour moi, il se tranche en une demi-seconde. C'est une évidence absolue que non seulement nous ne pouvons pas techniquement assurer seuls notre souveraineté en matière de défense, mais je vais au-delà. Il ne faudrait pas l'assurer nous seuls parce que beaucoup aujourd'hui des déstabilisations géopolitiques dans le monde ne se traitent pas seulement avec la parole de la France, elles se traitent dans le cas de coalitions, dans le cas de soutien que nous pouvons aller chercher au-delà de nos frontières. C'est la première chose que je voudrais dire. Pour moi, ce débat-là, il est un débat qui se tranche de manière assez rapide. Mais le deuxième sujet, qui pour moi est plus important, est de savoir aujourd'hui comment nous solidifions la question de la souveraineté en matière de défense. Et quitte à vous surprendre parce que ce n'est pas tout à fait l'ambiance du moment, je pense que nous ne couperons pas à repolitiser le débat sur la défense. Je vais m'expliquer un instant sur ce point-là. Aujourd'hui, beaucoup de l'instabilité, y compris industrielle que nous avons, beaucoup de la difficulté que nous avons, notamment en France, à assouplir un certain nombre de règles, de normes, à investir, y compris publiquement, dans l'industrie de défense, tient au fait que personne ne comprend quelle est notre vision géopolitique, à la fois pour défendre notre propre pays, mais pour le faire entendre au-delà de nos frontières. Et il me semble que dans un moment qui est aussi trouble que celui que nous pouvons connaître, ce qui est fondamental pour réaffirmer une souveraineté industrielle, c'est de réaffirmer une souveraineté politique. Or, une des grandes difficultés aujourd'hui dans ce cheminement et ce chemin vers une industrie de défense forte tient en effet à des questions de formation, à des questions d'investissement, à des questions de normes que nous pourrions nous appliquer, à des questions concurrentielles que je ne sous-estime pas. Mais cette faiblesse, elle tient peut-être d'abord au fait que plus personne ne sait, y compris les Français, ce que la France a à dire au monde et ce qu'elle défend à l'extérieur de ses frontières. Ce qui est fondamental aujourd'hui, et peut-être que le contexte le permet parce que la gravité, tout le monde en a conscience, c'est que nous ayons de manière urgente à nouveau un débat sur quels sont les intérêts que la France va défendre dans le monde. Aujourd'hui, nous n'y voyons absolument pas clair. Et tout cela a non seulement des conséquences démocratiques, qui font que petit à petit, moi je le vois à la Commission de la Défense, le lien se défait entre la stratégie militaire qui peut être celle de notre pays et le débat public. Mais aussi, tout cela a des conséquences sur la structuration de notre industrie.
industriels ont besoin de stabilité. Il n'y a pas de stabilité sans vision. Or aujourd'hui, vous le voyez, sur des zones absolument stratégiques du monde, où nous allons avoir besoin de renforts de matériel, d'investissements lourds de la part de nos industriels, nous ne savons pas quelle est la position que la France défend. Ou lorsqu'on le sait, elle est extrêmement variable et parfois très changeante en l'espace de quelques semaines. Et c'est pour moi le message principal. Nous allons beaucoup discuter de questions absolument techniques et fondamentales pour renforcer notre industrie de défense. Mais soyons bien conscients que nous ne renforcerons rien si nous n'avons pas à nouveau dans ce pays un débat politique et démocratique sur ce que la France a à défendre à l'extérieur de ses frontières. J'ajoute un dernier mot. C'est non seulement fondamental, et là je le dis en tant que député, parce qu'on ne peut pas dissocier ces questions-là ou cacher ces questions-là du débat public. C'est une erreur que de le faire. Mais c'est aussi fondamental dans le cadre de nos alliances européennes ou transatlantiques. Aujourd'hui, le cœur du sujet, ce n'est pas seulement le fait qu'au niveau européen, des industriels détiennent une partie d'une chaîne de production sur tel ou tel matériel, que nous nous fassions de la concurrence, et c'est le cas et c'est un problème. Mais c'est aussi le fait que nous ne défendons pas les mêmes intérêts. Prenons l'Italie et la France. Lorsque certains industriels auront à discuter notamment de licences d'exportation, avec par exemple la Turquie, la position italienne et la position française n'est pas la même. Pas seulement pour des questions de stratégie industrielle, de PIB ou de manière de protéger notre industrie, pas seulement parce que l'électricité est plus compétitive en Allemagne, en Italie qu'en France, non. Aussi parce que nos visions géopolitiques ne sont pas les mêmes. Et au fond, vous voyez, j'ai un peu le sentiment qu'à chaque fois, on cache l'éléphant qui est au milieu de la pièce. Donc on va s'intéresser à toutes les questions techniques de l'écosystème industriel, qui sont fondamentales, je le redis. On va parler d'attractivité. Mais on ne parlera pas de la parole de la France, de la parole des Européens, de la parole de l'Union transatlantique. On évacuera ces sujets. Et j'insiste pour conclure, ces sujets-là ne sont pas seulement des sujets qui doivent être traités entre connaisseurs de la question de la défense, politique ou industrielle. C'est un débat qui doit se faire devant les Français. C'est le lien que je ferai avec l'actualité. Plus on négocie entre spécialistes, seulement entre spécialistes de questions aussi fondamentales, plus on se coupe du débat démocratique et plus on va à la crise démocratique. Ces sujets-là, dans un moment où tout le monde en a conscience, parmi nos concitoyens, doivent être des sujets qui sont placés sur la table de la discussion démocratique. C'est la première condition de la souveraineté, notamment industrielle. Ok. Moi, il me semble que le principal débat, il est bien sur la table. C'est, voilà, est-ce qu'on veut soutenir l'Ukraine ou pas? Je n'ai pas entendu une très grande clarté des partis politiques. C'est quand même ça qui est sur la table aujourd'hui. Jusqu'où on veut le soutenir, jusqu'à quand on est prêt à le soutenir, et est-ce qu'on le soutient ensemble à 27? Et parce que nous n'avons pas eu, vous avez raison, mais nous n'avons pas eu... Et donc, il me semble pas que ce débat, il est sur la table chez tous les spécialistes, chez tous les grands leaders, dans tous les think tanks, dans tous les journaux. Je ne l'entends pas beaucoup au Parlement. Mais nous sommes d'accord, c'est précisément, si vous m'avez écouté un instant, ce que je disais. Je disais que nous avions besoin de politiser ces débats-là. Mais vous pouvez parler de la question ukrainienne, on pourrait parler aussi de l'Indo-Pacifique. J'entends, évidemment, tout le monde est aujourd'hui très préoccupé par la question ukrainienne. Mais n'oublions pas tout ce qui se passe ailleurs. On peut parler aussi du conflit israélo-palestinien qui, sur des questions géopolitiques, sur des questions de qu'est-ce que la parole de la France a à dire, sont des questions essentielles. Et l'ambiguïté... C'est pas pareil. Il y a un endroit où il faut se défendre et un endroit où il faut, soi-disant, peser. Vous avez sûrement... C'est pas tout à fait pareil. Non, mais je vois la nuance, je vous rassure, je ne suis pas totalement ignorant de cette nuance-là. Ce que je suis juste en train de vous dire, c'est que le point commun à tout cela, c'est que l'on ne comprend pas ce que la France veut défendre ou ce qu'elle veut dire. Vous pouvez être d'accord ou pas, je vous affirme ce que je pense sur ce point-là. Mais nous pouvons aller très très au-delà, et je parlais de l'Indo-Pacifique aujourd'hui, je ne sais pas ce que la France défend dans l'Indo-Pacifique. Je ne sais pas. Il y a quelques décennies, nous le savions. Et sur la question israélo-palestinienne, nous savions quelle était la parole de la France aussi. Tout cela a des conséquences très industrielles, mais je pense que les autres intervenants vont le dire. Voilà, on va vous passer la parole, on va vous demander, donc on est dans une logique où on demande normalement à tous les États européens d'augmenter leurs dépenses de défense. Est-ce que pour vous, ça se traduit par davantage de commandes et davantage de visibilité surtout? Et pour vous, est-ce que vous avez l'impression qu'on va vers
davantage de souveraineté européenne ou pas? Alors, pour répondre... Donc, merci monsieur le député. Donc, pour répondre à votre point, effectivement, je pense que l'Europe a cherché à mettre un petit peu la charrue industrielle avant les bœufs de l'ambition politique. Mais bon, il y a une stratégie industrielle européenne de défense, en tout cas, qui est sur la table, avec 3 piliers, globalement, faire plus ensemble et faire plus européen. Alors, faire plus, je pense qu'on a beaucoup d'ambition. Depuis ce matin, j'entends Monsieur le ministre parler de souveraineté, d'autonomie stratégique. Il faut quand même revenir un petit peu aux fondamentaux. Le budget de la défense pour l'UE, c'est 350 milliards d'euros. Le budget de la défense aux États-Unis, c'est 1300 milliards de dollars. Voilà. Je pense que quand on a dit ça, on commence à avoir une petite idée quand même de ce qui se trame derrière et justement de pourquoi finalement aujourd'hui la souveraineté pleine et entière de toute façon n'est pas possible. Et elle n'est sans doute d'ailleurs pas souhaitable. Bon, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas possible? Parce que je pense qu'il faut évidemment reprendre et faire plus en Europe. On a ramassé les dividendes de la paix pendant longtemps, pendant trop longtemps. On s'est endormi et aujourd'hui le réveil est assez brutal avec ce qui se passe effectivement sur le front de l'Est. Donc on a commencé, on fait plus. Ceci étant dit, il n'aura échappé à personne qu'on traverse quand même des temps budgétaires difficiles. Donc entre les 300 et les 1300, on a des populations à peu près similaires, je pense qu'on n'y arrivera pas. Il faut se rendre à l'évidence. On a des choix à faire, on a des défis assez importants en termes d'investissement. On a parlé d'innovation, la lutte contre le dérèglement climatique, l'éducation, la santé sont des domaines qui vont nécessiter autant d'investissements dans notre pays, mais également en Europe. Donc les arbitrages devront être faits, mais on n'arrivera pas de toute façon à rattraper le temps perdu pendant toutes ces décennies. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, faire davantage ensemble. C'était le deuxième pilier de la stratégie européenne de défense pour l'industrie. Ça, je dirais, c'est évidemment ambitieux. C'est très difficile parce que justement... c'est placer la charrue avant les bœufs et donc on n'a pas une définition commune de finalement quelles sont les valeurs, quels sont les territoires à défendre, comme vous l'avez dit, monsieur le député. Ceci étant dit, faire davantage ensemble renforce le projet européen et tout ce qui renforce le projet européen, de mon point de vue de citoyen européen, est évidemment toujours très bon. Faire ensemble, je le lis aussi, faire ensemble avec l'ensemble de la chaîne de nos partenaires. Et donc il y a différents cercles finalement de souveraineté. Il y a la souveraineté nationale. On a fait le choix par exemple de la dissuasion nucléaire, qui est un choix qui a été fait par le général de Gaulle, qui est national, même si le président Macron a mis sur la table la possibilité de mutualiser cet outil à l'échelon européen. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui c'est une stratégie nationale. Il y a une souveraineté européenne et puis il y a une souveraineté au sein de l'Alliance Atlantique. Ça reste de toute façon nos alliés, nos amis. Et donc aujourd'hui, ne serait-ce que par les modes opératoires, les opérations, mais également les standards industriels, nos BITD sont par définition imbriqués. Enfin, faire plus européen, oui, mais pourquoi faire? Je dirais faire plus européen si c'est pour augmenter notre compétitivité industrielle, évidemment. C'est le rapport, c'est une constatation du rapport Draghi, on en aura besoin. On en aura besoin également pour renforcer nos valeurs, les valeurs démocratiques, comme l'a exposé le ministre ce matin. En revanche, si le but c'est de devenir entièrement souverain, là je pense que de toute façon c'est impossible. C'est impossible parce que les équipements européens, même la dissuasion, utilisent des composants qui ne sont pas souverains, qui ne sont pas français, jusqu'à l'uranium. Enfin, je crois qu'on n'a pas d'extraction d'uranium sur le territoire national. Donc, de toute façon, la souveraineté n'existe pas. Donc, je pense qu'il faut réfléchir en termes de cercle de souveraineté, en définissant vraiment les batailles que l'on souhaite mener à l'échelon national, à l'échelon européen et à l'échelon de nos partenaires de l'Alliance Atlantique. Vincent Maigret, oui.
Moi, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Monsieur le député, sur la visibilité et la nécessité d'avoir une vision européenne et pas simplement française. Donc, aujourd'hui, c'est les États généraux des entreprises étrangères. Donc, nous sommes des entreprises étrangères. Tu es une entreprise américaine, moi suédoise. On est en France. Est-ce qu'on participe d'abord à la souveraineté nationale de la défense? Oui, on le fait à travers notre propre implantation en France. Moi, j'ai des usines qui travaillent pour l'aéronautique. Dans le segment, quand je regarde mes 3% de dépenses de vente dans la partie défense, c'est 25% dans l'aéronautique et c'est 1% seulement sur la partie armée de terre et marine. Donc il y a aussi une dichotomie dans notre pénétration. Mais encore une fois, les besoins seuls de la France ne peuvent pas justifier des investissements pour nous. Et on a besoin de visibilité. Les programmes militaires, c'est intéressant, c'est de la haute technologie, c'est jamais des grosses quantités, donc ça ne peut pas justifier seul des investissements. Nous ne sommes pas des arsenaux. On a besoin de gagner de l'argent, ça doit avoir une profitabilité, et on a besoin d'une visibilité. Et aujourd'hui, même une loi comme la loi de programmation militaire 2024-2030, c'est un horizon quelque part trop court pour pouvoir justifier les investissements. Quand on pense aux programmes européens qui sont encore assez flous, comme le MGCS, le Main Ground Combat System, c'est ce que le ministre Lecornu a appelé avec beaucoup d'habileté le futur du char, et pas simplement le char du futur, qui est à l'instar d'un porte-avions avec sa bulle de sous-marins et de frégates et de navires ravitailleurs. Et le char du futur, c'est une bulle avec des drones et tout un ensemble cyber autour du char. On a la même chose avec le SCAF. Le SCAF, c'est l'avion du futur qui devrait remplacer l'Eurofighter et le Rafale. Tout ça est quand même extrêmement flou. Les délais, aujourd'hui, on nous parle de 2035, même 2040, la dernière information que j'ai eue. Et voilà, moi j'ai investi par exemple sur des roulements de tourelles de char dans mon usine de Tours. Alors on faisait les tourelles de char de Leclerc, on fait celles du Jaguar, on fait celles d'autres armées étrangères. Mais voilà, le MGCS qui devait prendre le relais, quand il prend 5 ans de retard, moi, ça me met dans une difficulté par rapport à mes investissements. Visibilité aussi, vous le disiez, monsieur le député, on parlait de l'exportation. Or, on sait que tout ce qui est exportation militaire est soumis au contrôle export. Et c'est un degré d'incertitude qui est difficilement gérable pour nous. J'ai une situation où un business établi avec des partenaires connus, avec lesquels on a même des nouveaux développements, et d'un seul coup, le renouvellement de licence est interdit. Je ne conteste pas la souveraineté, le fait que c'est la responsabilité des pouvoirs régaliens de décider, mais comment voulez-vous qu'on puisse, nous, gérer une relation commerciale, faire du développement, sachant qu'on a la possibilité d'avoir d'un seul coup, pour une raison qui m'échappe, pas en tant que citoyen, mais en tant qu'industriel, et puis un oukase qui nous dit vous devez arrêter complètement votre flux d'affaires. Bon, ça fait partie des incertitudes et des difficultés qu'on a pour gérer cet engagement dans la défense. Donc visibilité, voix de l'Europe, parce que les besoins seuls de la France ne suffisent pas. Et puis, comment peut-on mieux gérer cette approche européenne? Comme vous le disiez, pourquoi une licence d'exportation serait refusée en France, et si je transfère la production en Italie, j'ai une chance d'avoir l'autorisation. Et je ferai ça s'il le faut, parce qu'à la fin, on est quand même des industriels, et je n'hésiterai pas à transférer éventuellement des productions en Italie si ça me permet d'avoir l'exportation possible. Aurélien Padier, les militaires, en gros, le secteur de la défense, c'est quand même un secteur béni. Il y a une loi de programmation militaire qui va de 2024 à 2030. Voilà. Alors, comme le dit le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, il n'y a quand même pas beaucoup de secteurs dans le monde qui ont une visibilité de programmation d'investissement sur 7 ans. Et là, est-ce que vous pensez qu'on peut aller au-delà de ça ? Il y a quelques bonnes nouvelles. On est un peu plus exigeant collectivement sur d'abord l'application de la loi de programmation. Dans notre pays, on a une certaine habitude des lois de programmation. Je vous donne tous les domaines dans lesquels on a fait de la programmation. Les domaines sont nombreux. Les domaines dans lesquels on les exécute, ces lois de programmation sont plus rares. Et en fait, de ce point de vue, la question de la défense est plutôt mieux traitée, mais parce que c'est fondamental. Je veux, à cet égard, dire une chose. La capacité que nous allons avoir à structurer une industrie nationale, européenne et au-delà forte va aussi conditionner la solidité de la parole politique de la France et notamment des Européens. Soyons très concrets.
lorsque le président de la République française se trouve devant d'autres interlocuteurs, notamment sur la question ukrainienne, et qu'il dit, écoutez, s'il nous faut monter en puissance pour nous substituer à une partie de ce que les Américains font, nous le ferons. Tous nos interlocuteurs, les plus hostiles, se posent une seule question à ce moment-là. Sont-ils capables de le faire? Et cette capacité à monter en puissance, ce n'est pas la parole magique politique qui le permet, c'est la structuration de l'outil industriel. C'est à la fois sécuriser votre environnement, je le redis quitte à me répéter, mais parce que pour moi c'est, je le répète, l'éléphant qui est au milieu de la pièce, une vraie vision politique débattue dans le cadre démocratique de ce que la France a à défendre comme valeur à l'extérieur de ses frontières et donc des moyens qu'elle pourra engager pour cela. La loi de programmation militaire, c'est sûrement pour des questions budgétaires, vous l'avez dit à l'instant, mais aussi pour des questions politiques, une des lois cadres les plus importantes dont nous débattions au Parlement. Et c'est en effet, là je vous rejoins, une de celles dont on entend le moins parler dans le débat démocratique. La question de la loi de programmation militaire n'est pas qu'une question pour les spécialistes, y compris les industriels. C'est une question démocratique et politique parce que beaucoup de ce que nous allons y placer dit, au milieu de toutes les instabilités et des incertitudes, ce que nous avons à défendre dans les quelques décennies qui viennent. Et une deuxième chose qui est importante, c'est que si nous voulons que ce tissu industriel soit robuste malgré les courants d'air géopolitiques, il faut aussi qu'il s'appuie sur un volet industriel civil. Et cette dualité qui est propre à cette industrie de la défense, entre ce qu'elle peut faire en matière de défense pure et en matière civile, est aussi une garantie de solidité. Parce qu'au fond, on le voit d'ailleurs, les flux de transfert de savoir, de compétences, d'expertise, à une époque étaient plutôt à sens unique. Aujourd'hui, entre le civil et le militaire, sur beaucoup de sujets, il y a des va-et-vient qui font que ce que vous imaginez, votre technicité militaire en matière de défense est utile à la matière civile et inversement. Et ça, c'est aussi une condition d'installation d'un tissu industriel qui, le moment venu, est capable de monter en puissance. C'est d'ailleurs ce que d'autres puissances, je pense à la Russie, ont fait, y compris pour masquer leurs intentions. Enfin, peut-être aussi n'étions pas, nous, très attentifs à ce qu'ils faisaient, mais c'est d'abord une industrie civile qui a commencé à se consolider en Russie. En réalité, si nous avions un peu entrouvert les yeux, nous aurions compris qu'ils n'avaient pas l'intention de fabriquer des machines agricoles, et qui petit à petit, par son savoir-faire, a muté à une vitesse éclair vers une industrie de l'armement et de défense. Et donc c'est ce qu'il nous faut aussi être capable de faire, d'installer cette dualité que vous portez déjà. Et ça veut donc dire que le cadre réglementaire doit être adapté à ça, pas dérégulé évidemment. Cette idée de la dérégulation en matière de défense est la meilleure manière de tuer l'industrie de la défense, mais de l'organiser, de sûrement avoir plus de latitude non seulement sur les expérimentations que vous pouvez faire et les autorisations pour cela, et deuxièmement sur la capacité de la force publique à investir avec vous. C'est ce que désormais la France fait beaucoup dans des partenariats qui sont beaucoup plus aboutis. Tout cela, je boucle la boucle, n'est possible que si nous avons tranché le débat politique. En matière d'aérospatiale, ce que Trump est en train de faire avec Musk est tout à fait intéressant. Il est en train de surinvestir dans cette industrie. Derrière, il y a des milliards qui sont injectés dans les créations d'usines. Il est en train de déréguler tout le champ réglementaire en la matière. Ils vont avoir des expérimentations comme nous n'en avions jamais eu. Et pourquoi? Parce qu'avant cela, ils ont installé le récit politique. Ils ont installé l'adhésion du peuple américain, qui en grande partie a cette idée de la conquête aérospatiale. Et je veux insister sur ça. S'il n'y a pas derrière l'idée que nous nous faisons de notre propre pays, sûrement de l'Europe aussi d'ailleurs, et de l'Alliance Atlantique, alors nous ne pourrons pas débloquer tout ce qui doit être débloqué en votre soutien. Alors vous êtes, comme vous l'avez dit, deux entreprises à capitaux plutôt étrangers, plutôt des entreprises qui travaillent dans le civil. Dans le contexte d'aujourd'hui, vous avez envie d'investir en France? Enfin, expliquez-nous, est-ce que... Voilà. Alors, effectivement, la dualité en particulier du secteur aéro, qui est le secteur de Collins Aerospace, pour nous, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'on est quand même à l'aune
de la quatrième révolution de notre secteur, avec la décarbonation, qui est un enjeu qui va nécessiter des investissements phénoménaux, qui sont évidemment sur la feuille de route stratégique de Collins Aerospace. Donc pour nous, c'est de l'intérêt, je dirais, de la nation de bénéficier de ces investissements. On est en France parce que il n'aura échappé à personne qu'on a des champions nationaux dans ce secteur. La France est quand même une terre historique de l'aéro, donc on a des champions nationaux. Donc on est venu en France historiquement depuis plus de 100 ans pour Collins, justement en support de ces champions nationaux. La dualité permet finalement d'apporter une réponse alors extrême en cas d'économie de guerre pour évidemment passer le braquet pour directement servir exclusivement la défense. Mais aujourd'hui, en termes d'investissement, ça permet finalement à la force publique d'accéder à une capacité qui a été investie et amortie sur un secteur commercial. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nos entreprises, finalement, les écosystèmes ne sont pas ségrégés pour des écosystèmes duaux. Les écosystèmes sont duaux. Les entreprises ne sont pas duales, les écosystèmes sont duaux. Je vois notre entreprise à Figeac, Ratier Figeac, elle est au cœur d'un écosystème où elle embarque finalement avec elle, tant sur l'exportation que sur les ventes locales et régionales, tout un tissu de PME, de sous-traitants, 1700 sous-traitants en France, plus d'1 million d'heures de production pour Collins Aerospace en France. Donc pour nous, l'investissement en France, il est justifié par les champions nationaux. La défense, c'est un complément. Je pense que Vincent, pour SKF, c'est la même chose. C'est un complément. Et pour nous, c'est vertueux si, effectivement, il y a unité. Aujourd'hui, les réglementations sont relativement ségrégées. Même les réglementations européennes, Clean Sky, César, nos entreprises font partie de l'écosystème et il n'y a pas de doute. On a nos ingénieurs, nos sites de production, nos sites de maintenance qui sont localisés sur le territoire français et européen. Sur la défense, les règles sont différentes. Ça n'a pas de sens. Dans une économie duale, ça n'a pas de sens. Vincent Maigret, donc vous retenez le stylo ou vous investissez Non, mais je suis d'accord avec ce que tu as dit, Étienne. Normalement, vous avez de la visibilité. Il est clair que l'Europe va investir ses investissements. Oui, enfin bon, quand je dis que le MGCS c'est en 2040 et que le SCAF, on commence tout juste les discussions et c'est même pas encore certain qu'il soit cimenté ce programme. Les temps longs de la défense sont assez antinomiques avec des logiques économiques. Un industriel comme nous tous ici, un investissement, c'est un retour entre 3 et 5 ans. Et c'est plutôt 3 que 5. Là, on est sur des incertitudes de volume. C'est extrêmement difficile de justifier des investissements quand ils ne sont que à usage militaire. Il faut qu'on ait cette dualité. Quand on vous dit que le marché de la défense va grandir, prévision bonne ou mauvaise, mais globalement en moyenne de 5 à 6% dans les 10 ans qui viennent. Ah, c'est bien pour ça qu'on se positionne, et ça commence d'abord par une visibilité, à se faire connaître, rejoindre des organisations. On était au GIFAS, mais on n'était pas du tout au GICAT ou au GICAN, qui sont les deux organisations similaires pour l'armée de terre et la marine, donc ça passe par là. Mais moi, un des messages que je porte, j'ai rencontré la DGA et à Choose France aussi avec le ministre Lecornu. Ce qui me gêne, moi, c'est le fait qu'aujourd'hui, sur des roulements pour l'armée de terre ou pour la marine, on est cantonné sur des systèmes d'armes très particuliers. Je n'existe pas en tant que SKF si je ne fais pas des roulements catalogue. Or, quand on carène le De Gaulle, c'est des milliers de roulements qui sont changés. Quand on fait de la maintenance sur des chars, c'est aussi pas que la tourelle de char qu'on change, mais c'est aussi l'embrayage, la transmission. Et là, d'un seul coup, cette partie-là qui est fondamentale, parce que c'est ce qui fait notre bread and butter, notre quotidien. Là, d'un seul coup, la souveraineté, la supply chain, la souveraineté n'est pas sur l'intégralité de la supply chain. Comment régler ce problème-là? J'en sais rien. Il faut se parler, il faut être visible, il faut s'exprimer. C'est ce que je fais aujourd'hui. Mais quand on parle de dualité, on a besoin aussi que, dans le côté militaire, au quotidien, cette partie-là soit prise en compte. Et je voudrais juste finir avec un concept. J'ai lu le dernier livre de Sébastien Lecornu que je vous conseille, Vers la guerre, point d'interrogation, qui en fait balaye la logique autour de la loi de programmation militaire. Et il dit à un moment, il n'y a pas que la souveraineté sur les équipements de première monte, mais il y a aussi la souveraineté de la maintenance.
Et il rappelait la difficulté qu'avait connue la France lors de la crise de 2003, quand le président Chirac avait décidé de ne pas envoyer des troupes dans le Golfe, et que les Américains avaient stoppé la possibilité, pour faire la maintenance des catapultes sur notre porte-avions. Voilà. Donc attention, la maintenance, c'est aussi important, la souveraineté sur la maintenance est aussi importante que sur l'équipement de première monte, et c'est ce que disait le ministre dans son livre que je vous recommande, parce qu'il est très éclairant. Conclure là-dessus, je pense qu'on a finalement plus à gagner entre une logique isolationniste, que j'appellerais isolationniste, de vouloir tout faire nous-mêmes, ou une logique purement transatlantique, de dépendre entièrement finalement du bouclier otanien. C'est finalement de monter des partenariats gagnant-gagnant au sein de nos alliances transatlantiques, européennes, nationales quand c'est nécessaire, qui vont de bout en bout, de la conception jusqu'à la maintenance, parce que c'est ça qui permet d'avoir de la résilience en profondeur. Tu as cité l'exemple de la maintenance, c'est un excellent exemple en cas de guerre en particulier. D'accord, on va peut-être conclure ici. Peut-être juste, si vous Aurélien Pradier, si vous voulez juste dire un mot. En gros, le compromis, ce serait de continuer la coopération Europe, entreprises étrangères dans la défense, mais en gardant ce que les industriels européens plaident pour qu'on garde le Design Authority en Europe. Parce que sinon, il faut quand même le dire, la moitié des pays européens achètent sur étagère du matériel américain. Je partage ce point de vue, peut-être s'il s'agissait de conclure, et je crois que c'est le cas. Il n'y a pas de souveraineté s'il n'y a pas de fierté. Pour qu'il y ait une fierté, il faut que nous sachions ce que nous avons à dire au monde. Pardon, ce n'est pas accessoire, c'est juste absolument principal. Et pour qu'il y ait une fierté, il faut qu'il y ait des industriels qui, dans nos territoires, quotidiennement nous rendent fiers de ce que vous faites. Il faut qu'il y ait des femmes et des hommes qui soient formés à ces métiers. Pas évoqué, vous l'avez évoqué auparavant, mais c'est fondamental qu'on soit fiers des métiers qui, dans l'industrie, permettent à la fois de faire du civil, mais aussi du militaire. Et cette question de la fierté, c'est sûrement l'ingrédient qui ne s'achète pas sur étagère, ou sur catalogue. C'est sûrement l'ingrédient qui aujourd'hui rend dans le monde certaines nations extrêmement puissantes, et c'est, pour ne pas être pessimiste, parce qu'on en a assez en ce moment, ce qui peut être la source d'espoir pour la France et pour l'Europe et pour ses partenaires. Voilà ce que vous avez aussi, vous, industriels, à fabriquer, c'est de la fierté. Merci beaucoup. Merci.